Vidéo numéro 114. Panique planétaire. Bonjour. Je m'étais interdit jusqu'ici de faire une vidéo à ce sujet. Mais c'est sans doute le moment ou jamais. Je ne pense pas avoir vu une seule fois dans ma vie une personne en panique prendre une bonne décision. Depuis plus de 3 décennies, un organisme international dépendant de l'ONU, appelé en français le GIEC, a déclenché une panique de dimension planétaire en nous alertant sur un prétendu dérèglement climatique dont l'origine serait l'humanité. C'est-à-dire en prétendant que notre espèce particulière, dont le volume physique total est inférieur à 1 km3, aurait eu, notamment par ses activités industrielles, une influence importante sur une atmosphère entre 50 et 100 milliards de fois plus volumineuse. Justifions d'abord les chiffres que je viens de donner. Un être humain pèse en moyenne moins de 70 kg, avec une densité supérieure à celle de l'eau, puisqu'il ne flotte pas naturellement. Son volume est donc inférieur à 0,07 m3. Et pour les 8 milliards d'humains, le volume total est inférieur à 0,56 milliards de mètres cubes, soit 0,56 km3. La surface terrestre est égale à 4 pi fois 6400 au carré, plus grand que 4 fois 36 pi fois 10 puissance 6 km², de l'ordre de 500 millions de km². La hauteur de l'atmosphère étant en général estimée à 100 km, son volume est d'environ 5 fois 10 puissance 10 km3. À première vue, on a du mal à concevoir, même en admettant que les logements humains occupent un volume environ 1000 fois plus grand, que l'animal humain puisse avoir un impact mesurable sur l'atmosphère. Mais on nous dit que la source du problème est l'émission de gaz carbonique, en abrégé CO2. On évalue conventionnellement le taux de CO2 dans l'atmosphère en parties par million, ppm, et on considère qu'une ppm supplémentaire de CO2 provoque, par effet de serre, une élévation de température moyenne d'environ 1/100 de degré. Par des méthodes, dont j'ignore tout, on aurait déterminé que la proportion de CO2 serait passée de 280 ppm en 1850 à plus de 400 ppm aujourd'hui, soit 120 ppm de plus, résultant en une élévation de température comprise entre 1 et 1,5 degrés centigrades. Cette augmentation de 120 ppm est attribuée, soit en partie, soit totalement, suivant les auteurs, à l'activité humaine pendant la période dite industrielle. Cette affirmation est-elle vraisemblable? Faisons un calcul approché pour essayer de comprendre. La pression de l'air décroît exponentiellement avec l'altitude, et on considère généralement que la concentration en CO2 est indépendante de la hauteur. De ce fait, le nombre de molécules de CO2 par mètre cube est très faible, au-delà de 10 km, et on peut en première approximation se limiter à la contribution de la troposphère, ce qui minore un peu la quantité de CO2 à émettre pour une concentration totale donnée, mais pas dans une très grande proportion. Le volume de la troposphère est environ 1/10 de ce que nous avons calculé, soit 5 milliards de km3. Pour augmenter la densité de CO2 de 120 ppm dans cette zone, il a donc fallu rejeter 120 fois 5 fois 10 puissance 3, soit 6 fois 10 puissance 5 km3, ou 6 fois 10 puissance 14 mètres cubes de CO2 sur 170 ans. Cela représente donc une moyenne de 3,5 fois 10 puissance 12 mètres cubes par an, pour une population dont la moyenne au cours de la période est inférieure à 5 milliards. Et donc on aurait dû rejeter par personne, en moyenne, 700 mètres cubes de CO2 par an, correspondant à une masse d'environ 1,5 tonnes. Il faut tempérer ce chiffre par le fait que l'ensemble des gaz se détend en montant dans l'atmosphère, puisque la pression est environ divisée par 2 vers 5500 mètres. Le chiffre corrigé, en tenant compte d'une division moyenne par 2 pour la masse au sol permettant de générer un volume donné en hauteur, donne 0,7 ou 0,8 tonnes par personne et par an. Comment conclure ici? On dit généralement qu'environ 30% du CO2 émis en surface est diffusé en hauteur,
le reste étant absorbé au sol. Ceci impose donc un rejet brut annuel d'environ 2 tonnes de CO2 par être humain, en moyenne, depuis le début de l'ère industrielle. Ce chiffre est difficile à croire si on considère que cette statistique prend en compte près d'un siècle sans voiture et sans avion, et concerne tous les habitants, y compris ceux qui ont passé toute leur vie à quelques kilomètres de leur village natal. On est dans l'ordre de grandeur, mais c'est difficile à croire. L'augmentation du taux de CO2 atmosphérique ne semble donc pas uniquement d'origine anthropique. On peut aussi regarder plus précisément ce qu'on obtient en considérant uniquement la période entre 1988 et 2020. Elle correspond à une augmentation de 60 ppm au lieu de 120, sur 32 ans au lieu de 170, avec une population mondiale moyenne de moins de 7 milliards. Par rapport au chiffre précédent, de 2 tonnes par an et par personne, on obtient maintenant 60 sur 120 fois 170 sur 32 fois 5 septièmes de 2 tonnes, soit près de 4 tonnes par an et par personne. Même si la consommation d'hydrocarbures est cette fois-ci celle de la vie moderne, ce chiffre portant sur toute la population mondiale, y compris les bébés et les habitants très majoritaires des zones défavorisées, semble surévalué au moins d'un facteur 2 ou 3. En considérant ces deux calculs, l'augmentation du CO2 atmosphérique ne semble pas uniquement d'origine anthropique. Il reste maintenant à se demander si les calculs des experts liant la concentration en CO2 et la température moyenne du globe sont justifiés, ainsi que les conclusions alarmistes qu'on en a tirées. Personnellement, je pense que leur fiabilité est très incertaine, pour les raisons suivantes. Premièrement, la notion de température moyenne n'a guère de sens et ne permet de tirer aucune conclusion sérieuse sur le climat réel. Deuxièmement, au niveau technique, tout calcul de rayonnement infrarouge basé sur des moyennes spatiales est forcément faux, du fait que la puissance dissipée dépend de façon complexe de la température locale et de la fréquence. Pour une température moyenne donnée, ce rayonnement peut donc varier suivant la répartition locale des températures. On ne peut prétendre l'estimer sans disposer d'informations très précises sur cette répartition spatiale pendant toute la période temporelle concernée. Troisièmement, les océans jouent un rôle stabilisateur mal connu qui peut notamment dissimuler l'effet des variations du rayonnement solaire en introduisant des termes de retard. Conclusion. On est loin de pouvoir prévoir quoi que ce soit. On en est réduit à extrapoler des courbes entachées de l'assez grande incertitude relative, sans connaître vraiment la cause des variations. Il semble probable que les oscillations décennales, séculaires, voire millénaires, de l'ensoleillement ont un impact prépondérant sur les températures au sol, et très difficile à quantifier, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo antérieure. Le CO2 a bon dos, et l'humanité a été culpabilisée pour rien, car nul ne peut garantir que les graves restrictions imposées à la vie de milliards de personnes auront le moindre impact favorable sur notre climat.